Oui, la Suisse est devenue effectivement l'asile pour les grandes fortunes. Effectivement, la Suisse était neutre pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, avec quelques bombardements vindicatifs américains sur Winterthur, naturellement, parce que la Suisse a donné l'asile à quelques Allemands. Voilà, mais oui, maintenant, malheureusement, je vois que ces grandes fortunes déménagent vers l'Argentine. Il y a énormément, ça fait 7 ou 8 ans que je le vois. Et oui, même l'élection de Milei, qui est en fait les personnes qui seraient ils seraient massacrés par le gauchias, par nos grands journaux, mais et non, 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 on les laisse quand même faire quelque chose, donc comme un majordome qui prépare à loger les hôtes, oui. Mais je pense que et en Russie, je vois la même tendance, c'est-à-dire il y a de plus en plus de voies de déménager les grandes villes, Saint-Pétersbourg et Moscou, derrière le monde rural. Donc, effectivement, on peut balayer par cette guerre nucléaire. Donc, ça fait aussi depuis une dizaine d'années que les facultés de géopolitique aux États-Unis, en Russie, et des écoles de guerre déclarent déjà ouvertement que les frappes tactiques nucléaires peuvent être acceptées comme une tactique de guerre. Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Anatoly Livry ce soir. Bonjour Anatoly. Bonjour, bonsoir Piero, bonsoir chers spectateurs. Alors, cela fait déjà maintenant 4, 6, au moins 6 ans que l'on discute et que l'on parle un petit peu de fondamentalement la civilisation européenne qui brille depuis 3000 ans et qui a dominé le monde de manière absolue, totale, pendant presque 5 siècles, aujourd'hui, semble être entre wokisme, Jeux olympiques dégénérés et fuite en avant vers une guerre suicidaire, plus dilution génétique dans l'immigration massive, semble être, après 2500 ans, 2000 ans, 3000 ans de succès, on peut le dire, en train de se suicider et surtout de se désintégrer. Et nous en avons parlé plusieurs fois, et notamment dans ce premier entretien d'il y a bientôt 6 ans ou 7 ans. Et je voulais, c'était fin d'été 2024, faire un peu le point sur les chances que nous avons de survivre en tant que race, en tant que civilisation, en tant que peuple, au pluriel, parce que nous sommes de nombreux peuples européens qui vont de l'Australie au Canada, de l'Argentine à l'Allemagne pour ce qu'il en reste et à la Russie. Et je voulais voir un petit peu quel est ton bilan aujourd'hui, en 2024, de cette situation très, très périlleuse. Merci pour cette question, elle est fortement utile. Et c'est vrai que ça fait depuis plusieurs années que je me force à répondre à cette question de la dégénérescence de notre civilisation. Bon, effectivement, il faut parler de ce que on appelle le syndrome des élites alexandrines. C'est quand les êtres les plus perfectionnés sur le point ethnique, éducatif, point de richesse également, se jettent un regard vers les tchandalas, les mangeurs de chiens, la plèbe dans le sens grec antique. Voilà, les tchandalas, ils leur proclament nous sommes égaux. Et malheureusement, je constate ce nivellement par le bas des ethnies indo-européennes, disons ça, on ne peut pas utiliser le terme arien devant une caméra, et qui, à chaque fois, lorsqu'ils atteignent le sommet de civilisation, de haut perfectionnement, eh bien,
une forme de dénigrement commence. Et c'est un dénigrement mental. Vous avez sans doute, toi Pierrot, sans doute, tu as lu ces publications en français que j'ai faites récemment, notamment avant les élections législatives en France. Et j'ai comparé nos pauvres électeurs c'était très désagréable, naturellement, à des formes de caniches, bébés caniches, dans une boîte de carton. Je dis que ces élections n'apporteront absolument rien. Donc, c'est Pierre Cassen qui l'a publié à Paris, puis Alexandre Dugin l'a republié à Moscou. Et donc, j'ai expliqué brièvement dans cet article parisien comment, depuis plusieurs générations, on élève les pseudo-élites de gauche et de droite par une forme de sélection de nos sélectionneurs, c'est-à-dire car les sélections se font dans nos universités actuellement, qu'on le veuille ou non, avec un langage, avec une forme d'attitude, car on nous juge sur le plan bestial, sur notre comportement, et on sélectionne. Par exemple, et on sélectionne notre forme de comportement. Et à cela, je consacrais un long article qui est publié au Québec. Donc, c'est dans le dernier Arfan, celui d'été, j'ai consacré quasi 10 pages. Je pense que c'est l'article le plus long. Il y a un article consacré à ton premier livre, sur la peur d'ailleurs. Je l'ai lu. Voilà. Et j'explique dès l'intérieur du système universitaire comment on s'appuie sur des réflexes les plus bas de Homo sapiens sapiens et on propulse cette chandala vers le sommet de pouvoir. Voilà. Et malheureusement, on a fini par abrutir complètement nos dirigeants et aussi les partis qui combattent cet establishment. C'est-à-dire de deux côtés se trouvent des personnages qui ont la même échelle de recherche, dans leur recherche, le même instinct, le même but dans les recherches de leurs ressources, leur mode de reproduction et de domination sociale. Et autrement dit, ils sont les singes développés, car ce qui a fait précisément grande notre civilisation, c'est précisément les êtres comme moi, c'est-à-dire ceux qui refusent cela et qui propulsent l'humanité vers son acmé, vers son sommet. Et chaque fois qu'il y a ce déclenchement de l'humanité vers ce sommet, cette tentative de résister l'homme au singe, eh bien, il arrive au pouvoir les personnes ou les groupes de personnes qui représentent les masses, qui parviennent à cristalliser, ce qui est extrêmement important, parmi leur peuple, leur nation, une majorité certaine, lesquelles ils poussent pour décaler du singe. On a eu quelques régimes durant le XXe siècle, notamment en Italie, qui a réussi à un tel succès. Et là, à quoi nous arrivons? Nous arrivons à des sélectionneurs de notre élite qui ont un authentique brouillage dans l'esprit. Nous avons des pseudo-philosophes, nous avons des pseudo-professeurs, nous avons des pseudo
hommes politiques qui sont finalement les démagogues, mais qui sont sélectionnés. Par exemple, je passais ici en Suisse alémanique de plusieurs conférences à expliquer comment ces personnages qui dirigent la France, tels que Macron, par exemple, de quelle façon ils étaient sélectionnés à l'intérieur de Sciences Po. Par exemple, si vous comparez le parcours de Richard Descoings, qui a une certaine tendance sexuelle, mais qui a, à l'époque, puisqu'il est devenu le président de Sciences Po en 1996, il avait besoin quand même de choisir une femme, c'est-à-dire la femme qui est l'épouse officielle, n'est-ce pas? Et donc, qui, à cette époque, en France, voilà, on sait comment elle est finie à New York en 2012, n'est-ce pas? Voilà, et donc, comment il avait choisi, comment il a fait sa carrière à la tête des Sciences Po, et comment il procédait à la sélection, toujours au niveau de cette échelle des singes, ressources, reproduction, car la non-reproductivité, c'est une forme de reproduction, et donc on atteint comment dire, la domination sociale. C'est le singe le plus fort qui grimpe le plus haut sur l'arbre. On connaît toutes ces images de Tarzan, l'humanité qui reproduit les singes. Et donc, si on voit le parcours en Macron, il copieur, il se choisit une personne de sexe féminin pour l'accompagner, mais qui a certaines façons de voir sa sexualité, et par la suite, l'actuel Premier ministre français, il appartient déjà à une forme de ceux qui sont passés par Sciences Po, mais une décennie plus tard. Et c'était une autre décision, une autre forme de sélection, une autre forme de décision de sélection. Et à cette époque-là, 10 ans plus tard seulement, on n'avait plus besoin de choisir une femme pour entrer en politique. Et donc, oui, si on refuse d'examiner nos chers chefs d'État en tant que les êtres simiesques, des singes ayant encore le droit de parole, eh bien, on sera toujours perdant. Et donc là, notre petit entretien, j'aimerais plutôt consacrer à faire écho de ce qui est le logos français, à savoir le logos avec une lambda minuscule, et donc c'est la suite de une séquence de notre première interview que toi fais de moi dans un restaurant à Genève, en Suisse romande. C'était en décembre de 2018. Cet entretien était pleinement consacré pas pleinement, mais en gros, il était consacré à des gilets jaunes, car il y avait cet événement assez nouveau au début de décembre 2018, car chez nous, en Suisse, par exemple, moi, je voyais ce qu'on m'envoie de la France. Les pauvres Français manifestent, ils sont exaspérés de la hausse d'essence. Là, il a monté, grimpé beaucoup plus haut, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème de gilets jaunes ni de bonnets rouges. Vous pouvez le franguer. C'était ça ma thèse, vous pouvez le franguer en chemise noire. Ils n'arriveront pas à changer le système ni de réformer. Et donc, tu m'as posé une question logique, compte tenu de tes activités, qui ne sont pas les activités d'hommes politiques. Non. Tu n'as pas de prétention d'inviter tous nos concitoyens aux urnes et dire vous venez, vous votez et je vous promets le bonheur. Non, ce serait ridicule parce que ça ne marche pas. Et aucun Zemmour, aucun Le Pen, aucun AfD en Allemagne voisine n'arriveront pas à modifier, non pas modifier, je veux dire, accès au pouvoir. Ils peuvent peut-être accéder au pouvoir une fois, mais ils n'arriveront pas à réformer cette structure. Et donc, tu m'as posé cette question, est-ce que c'est la fin maintenant, au début de décembre 2018, à quoi, comme toujours,
effectivement, je prédis ce qui va se passer. Je dis non, le système ne va pas sauter. Et pourtant, on voyait ces chienneries de télévision française où les pauvres gilets jaunes rencontraient les journalistes. Ils leur disaient bah, on est le 12 ou le 15 du mois et notre frigo est vide et on est surendetté. Maintenant, naturellement, c'est pire encore. Mais non, le système est toujours là. Et par la suite, dans la mesure où je suis philosophe professionnel, et donc, même en étant un anticommuniste, primaire, secondaire, tertiaire, je suis obligé naturellement de connaître l'œuvre de Marx, de Lénine, de Trotsky, de Staline et naturellement de leurs prédécesseurs. Et pourquoi j'ai répondu à cette question? Parce que notre société est une société qui nage littéralement dans le vomi marxiste. Et cela va depuis le clan Le Pen, Zemmour, jusqu'à l'extrême gauche. Et en fait, ces pauvres bougres n'ont pas lu ni Marx, ni Engels, ni tous ceux qui ont, dans le cadre européen, à savoir en empire russe, ont gagné. Car pourquoi Lénine se trouve toujours au mausolée à Moscou, entre autres? Parce que c'est un authentique génie. Et donc, chez nous, en Suisse, d'abord à Genève, puis à Zurich, il a élaboré une pensée basée sur Marx et Engels, plutôt Engels puis Marx, et puis envoyé par l'Allemagne, la Suède et l'Empire russe, donc Finlande, jusqu'à Petrograd, il l'avait appliqué. Et ça a fonctionné. Non seulement qu'il a fait choir un empire le plus puissant du monde, l'empire qui était à l'époque victorieux de la Première Guerre mondiale, mais en plus, il a maintenu le pouvoir. Et par la suite, pourquoi son successeur Staline, lequel il faut également lire, car pourquoi il faut le lire? Parce que c'est un génie. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à sauvegarder le pouvoir. Et donc porter le marxisme léniniste dans nos facultés jusqu'à Paris, Londres, Stockholm, Berlin, Ouest, après la Seconde Guerre mondiale. Et voilà. Et effectivement, ce que nous subissons chez nous en Occident, c'est la pourriture trotskiste, c'est-à-dire donc une pensée post-marxiste qui est vaincue, qui est donc vindicative et qui a donc qui a aussi répandu le marxisme d'une certaine façon au monde occidental, car à la fin du mois d'août de 1940, lorsque le camarade Leib Bronstein, dit Léon Trotsky, a eu son pic glace dans sa tête, pas très loin de Mexico, le capitale. Donc à l'époque, c'était le banlieue de Mexico, et là, c'est intégré à la capitale mexicaine. Eh bien, tout ce trotskisme, à partir de sa mort, s'est répandu dans les facultés des États-Unis, et puis ça a eu le retour, naturellement, chez nous en Europe occidentale. Donc, nous baignons dans l'univers marxiste. Nous avons et nos chefs de droite, nos chefs centraux, et naturellement même les chefs, nos responsables de nos États de gauche, ils ont le vocabulaire marxiste à la bouche. Quand j'entends Chirac, c'est normal, dans sa jeunesse, il vendait l'humanité, mais n'a jamais lu Marx. Il parlait
en utilisant constamment les termes marxistes. Sarkozy le faisait naturellement. Mitterrand, c'est autre chose. Lui, il connaissait, il a lu Maurras et Marx, n'est-ce pas, comme le disait Pierre Puget, quand j'étais le seul juif qui publiait dans l'Action française 2000, à cette époque, il me disait, donc, Pierre Puget, c'est le fils de Maurice Puget, qui a été le cofondateur de l'Action française avec Charles Maurras. Eh bien, il me disait, le plus bête qu'un marxiste qui n'a jamais lu Charles Maurras, peut être seulement le membre de l'Action française qui n'a jamais lu le Capital. Et effectivement, nous, et c'est ça notre catastrophe, que nous ne lisons plus rien. Car lire, c'est seulement la moitié de choses, c'est même 10% de choses. Par la suite, il faut aller chez les spécialistes. Et ces spécialistes, malheureusement, n'enseignent plus dans nos universités. Par exemple, moi, j'étais chassé de l'université française, impossible de, malgré mon doctorat, mes milliers de publications déjà enseignées, transmettre. Pourquoi? Parce que le logos des peuples occidentaux est rompu. C'est-à-dire, nous vivons, nous baignons, vous savez, comme c'est... une fois, j'ai traversé l'océan Indien et jusqu'au nord d'Australie, et parfois, on traversait vraiment des kilomètres entiers de ces cartons, de ces boîtes. C'est horrible, ça, il faut effectivement nettoyer un jour. Eh bien, c'est ça. Nos chefs, nos leaders politiques, nos leaders d'opinion, car leur langage est pourri de terminologie marxiste sans qu'ils aillent finalement dans une école du marxisme-léninisme pur, de ceux qui ont effectivement gagné, qu'on leur explique enfin. Et nous, par exemple, tu vois ce qui se passe actuellement en Grande-Bretagne. Eh bien, il y a les poussées nationalistes. Et nous vivons aussi dans un microcosme, par exemple, moi je fréquente cela, des fascistes, des nationaux-socialistes, oui, mais ils sont tellement petits et minuscules, mais ils sont repliés sur eux, qu'ils croient que l'univers est fait de cette façon. Mais les masses, tout comme les chefs qui sont les leaders, qui sont sélectionnés des masses, ils ont la terminologie marxiste du Marx, de Lénine, de Staline, de Trotsky et du marxisme-léninisme sans comprendre des termes pourquoi ils les utilisent. Et c'est pour cela que, tu vois, comme un spécialiste d'oncologie, tu m'as posé cette question en décembre de 2019. Est-ce que la structure française, la Ve République, va être morte là? Je dis, bah non, il n'y a pas de raison, car ils baignent, et nous, chez nous en Suisse aussi, nous baignons tous dans les débris du marxisme-léninisme. Mais nous ne savons rien de cela. Et par la suite, donc, j'ai dit cela, naturellement, c'était vrai. Et suite à ça, dans une de nos entretiens, et c'est la preuve qu'on nous regarde, j'ai essayé de l'expliquer, de le développer un peu, donc je passais peut-être 2-3 minutes à cela. Et bon, effectivement, ça n'a pas pris, mais j'étais contacté ici en Suisse pour donner les conférences sans la caméra. Et donc, j'ai rencontré les gens, maintenant je peux le dire, c'était une forme d'enrichissement pour moi parce que ça m'a permis de détourner les financements de certaines universités suisses puis françaises vers ma propre personnalité. Et j'ai passé vraiment des mois entiers à expliquer à ces personnes qui ne sont pas du tout marxistes-léninistes le sens du marxisme-léninisme. Et donc, il faut que vous compreniez, nos chers spectateurs, que nous vivons dans cet univers du marxisme-léninisme et nous utilisons constamment cette terminologie sans comprendre ses origines. Par exemple, quand vous écoutez ce pauvre Zemmour, cette Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, il nous parle par exemple des prolétariats.
Ils nous parlent de prolo. Ils utilisent ça d'une façon à toute sauce. Et exactement comme j'essaie de me situer dans le cadre français seulement, mais je m'adresse aussi à des chefs de UDC, des SVP, qui sont souvent francophones, chez nous en Suisse, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'espoir chez nous en Suisse si enfin on va laisser former certaines facultés de nos universités où la parole sera libérée. Et c'est très difficile, c'est quasi impossible, notamment en Suisse romande, chez toi à Genève, à Lausanne, c'est cuit. Voilà. Et il faut que, et donc effectivement, quand on jette un regard sur la gauche française, Mélenchon, écoutez ce discours depuis qu'il a critiqué Mitterrand quand il est arrivé au pouvoir en 1981. Il nous parle des prolétaires également. Voilà. Donc, ce que je veux faire maintenant, chers spectateurs, un petit cours sur le marxisme-léninisme. Eh bien, qu'est-ce qui c'est, non, en fait, pourquoi la révolution russe a-t-elle fonctionné? Parce qu'il y avait des prolétaires en Russie à cette époque, à Petrograd et à Moscou. Et qu'est-ce que c'est le prolétariat? Le prolétariat, ce ne sont pas les ouvriers, ce ne sont pas les pauvres ou les habitants des HLM, comme le dit de Chirac, comment il s'appelle, Hollande, Sarkozy, Zemmour et son copain, comment il s'appelle, Macron. Ce sont les êtres exploités et qui sont exploités de façon telle que si ils ne travaillent pas, ils meurent. Donc, nous ne vivons pas dans cet univers en Occident, n'est-ce pas? Donc, donc, quel était le travail idéologique des socialistes révolutionnaires russes, lesquels par la suite se sont morcelés en bolcheviques, mencheviques, socio-révolutionnaires, bondistes, c'est-à-dire les juifs, socialistes, etc., anarchistes naturellement, c'était de faire croître la quantité des prolétaires, autrement dit, qui sont exploités, qui sont obligés de travailler pour survivre et qui ne possèdent pas d'outils de leur travail. Voilà. Donc, et quelle était l'idée de Lénine qu'il avait développée après Marx? C'était que les peuples parviennent à renverser le pouvoir capitaliste seulement lorsque ce capitaliste atteint son ultime stade, qui est l'impérialisme. Donc, quand ta connaissance Alain Soral parle de l'empire, il n'a effectivement rien inventé parce qu'on a des dizaines et des centaines de pages de cette idée que pour être renversé, le capitalisme doit atteindre le stade suprême de sa malfaisance pour les matérialistes marxistes, qui est l'impérialisme. Et pour cela, il faut une armée, non pas des ouvriers, non pas des pauvres gilets jaunes qui n'ont rien à bouffer dans leur frigo, mais des prolétaires. Et ces prolétaires doivent devenir une arme surpuissante. Et nous vivons dans un monde où il n'y a pas de prolétariat. Et quelle est également l'idée du marxisme? Et que l'histoire n'est pas circulaire, elle est linéaire. Donc l'histoire, d'après l'historiographie marxiste, elle commence avec les chasseurs-cueilleurs, donc ce que Marx appelle ur-communisme, le communisme primaire, grégaire, voilà. Puis
il y a un avancement car il y a un perfectionnement des techniques et des relations dans la société. Et qu'est-ce que ça donne? Le stade suivant, c'est la société esclavagiste. Voilà. Et donc, et par la suite, il y a aussi une évolution, technologie, relations civiques, et on a abouti, d'après cette idée, à une société féodale. Et puis, la société féodale évolue d'une certaine façon, comme je viens de décrire, et bien, elle aboutit à la société capitaliste. Et là, la société capitaliste évolue progressivement avec les techniques, le perfectionnement de l'humanité. Et là, on arrive au stade suprême du capitalisme, qui est donc l'impérialisme. Et là, les pauvres, non pas les ouvriers, non pas les gueux, mais les prolétaires, c'est-à-dire qui exercent le travail technique, qui ont évolué et qui font éclater ces systèmes, car ils n'ont rien à perdre. C'est vraiment cette idée, je me jette dans le brasier de la révolution. C'est-à-dire, je sais que mes enfants, mes aïeuls étaient esclaves de cette société, j'ai toujours rien et je dois mourir pour que mes enfants vivent où après le capitalisme? Dans la société socialiste. Oui. Donc, l'Union soviétique, comme son nom indique, n'a jamais été une société communiste. Et donc, par la suite, seulement, nulle part en Europe de l'Est, naturellement, c'était les sociétés gérées par le Parti communiste, mais c'était les sociétés socialistes. Socialisme international, comme chez M. Mitterrand, etc., comme chez M. Hollande, etc. Et donc, et par la suite, et naturellement, là, les matérialistes sont... le matérialisme n'étant pas fonctionnel, ils prétendaient que, d'ailleurs, le socialisme se cassait la gueule et on est revenu au capitalisme. Donc, effectivement, ce n'est pas fonctionnel. Et donc, l'humanité va être tellement perfectionnée dans son être que on va refuser les moyens financiers et on va travailler exclusivement avec émulation. Chacun se dira, on ne sera plus singe, mais on sera une forme de certaine surhumanité. Et donc, on va devenir, avec le paradis sur terre, le communisme. Voilà. Et donc, qu'est-ce que cela développe? Pourquoi tous ces Mélenchon et tous ces écologistes, avec leur immigration, qu'ils appellent bêtement prolétaires, nouveaux prolétaires, pourquoi ils n'arriveront jamais non plus de leur côté de modifier notre société et instruire le paradis sur terre avec le salaire à rien faire, etc. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait, d'après Marx et Lénine, il faut que c'est les peuples eux-mêmes fassent ce chemin. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre les chasseurs-cueilleurs du communisme quelque part en Afrique, ou les sociétés esclavagistes, ou les sociétés féodales, et les transporter comme ça, avec hélicoptère, et les jeter au stade ultime du capitalisme, qui est l'impérialisme, qu'ils nous fassent quelque chose ici. Non. Et c'était ça le discours, les combats de Lénine et de tous ceux qui l'ont entouré, c'est de construire la société socialiste dans un pays qui est la Russie, donc empire, république, puis la Russie soviétique, qui existait entre 17 et 22, et l'Union soviétique, c'était seulement après 1922. N'est-ce pas? Pourquoi Lénine a été tellement critiqué en Occident? Parce que Lénine prétendait que les Russes, avec leur quasi 92-93 population non ouvrière, et donc, parmi ces ouvriers, il y a une élite de prolétaires, on va parler de conscience, de classe. Ces pays quasi agraires seraient capables seuls de construire la société socialiste, sans l'Allemagne. C'est pour ça qu'on attendait ce putsch munichois et donc dans le monde germanique que cette, n'est-ce pas, Karl Liebknecht avec sa Rosa Luxembourg et d'autres féministes, qu'il fasse en fait ce putsch de spartakiste, qu'il fasse quelque chose, car l'Allemagne avait la classe ouvrière
plus vaste et donc le plus grand nombre de prolétaires. Et quand j'entends actuellement les pauvres Britanniques, quand j'écoute les AfD dans l'Allemagne voisine, pourtant eux, ceux qui étaient en Deutsche Demokratische Republik, ex-RDA, eux, ils devraient peut-être lire un peu Marx. Ils disent, bah, regardez, on va prendre le pouvoir. Bah non, ils ne vont pas prendre le pouvoir parce qu'on nage dans ces magmas stupides, marxistes-léninistes, d'authentiques imbéciles qui vous parlent des prolétariats et qui effectivement n'ont pas la prise. Parce que qu'est-ce que c'est l'apprentissage? C'est aller chez des professeurs tels que je suis et qu'on nous fasse l'apprentissage, c'est-à-dire lire Marx, lire Lénine, commencer naturellement par le marxisme basique, c'est-à-dire thèse de doctorat que Karl Marx a soutenue à Iéna, à l'université de Iéna en 1841, sur Démocrite d'Abder et les différences que les pensées de Démocrite a eues avec, n'est-ce pas, Épicure de l'île de Samos qui a fondé son jardin à Athènes, n'est-ce pas, ce jardin qui était tellement cher à Candide voltairien, n'est-ce pas? Une fois qu'on est sorti de chez les barbaresques, il faut mieux s'occuper de son jardin. Voilà, donc effectivement, et parce que quand, pourquoi c'est impossible, pourquoi la pauvreté, pourquoi quand les pauvres Français de souche, Britanniques de souche se font massacrer, pourquoi ils ne vont rien, parce que nous ne vivons pas, on peut le regretter, dans un univers de nationalisme. Parce que ceux qui, par exemple, ont hérité d'une certaine Italie avec le marche sur Rome, n'est-ce pas, qui ont fait cette chose magnifique à Fiume, n'est-ce pas, ils avaient les masses pour eux. Puis, dans un pays germanophone, on ne va pas les développer. Et même, ils avaient les masses nationalistes pour eux. Mais là, non, nous vivons dans le vomi marxiste-léniniste. Et en plus, on ne le maîtrise pas. Car je vous parlais des prolétariats, mais avoir le prolétariat, c'est seulement le premier stade. Mais pour que ces prolétariats commence et seulement la possibilité de prendre le pouvoir, il faut qu'il y ait une chose, c'est la conscience des classes, comme chez les autres, il y a la conscience des races. Il faut que ces êtres les plus aguerris, les plus perfectionnés sur le plan technique, car c'est eux qui produisent les richesses, ils n'ont pas, car ils ne possèdent pas d'usine, ne possèdent pas l'outil de leur production, comme disait Marx et donc Lénine, n'est-ce pas? Il faut qu'ils aient la conscience de ce qu'ils sont, mais ils ne le sont pas. Et donc, il y a par exemple une magnifique histoire qui est racontée sur Staline qui le décrit. Donc, une fois, il prend le train, donc Joseph Djougashvili, il prend le train avec d'autres socialistes révolutionnaires polonais, mais qui est donc des tendances déjà trotskisante, que plus tard on appelle trotskisante. Et donc, il y a une discussion, mais vraiment magnifique, qui tranche, parce que Staline, on peut se foutre de lui, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement clair dans son idée. C'est lui le lecteur de Machiavel. Il a une lecture extrêmement développée. Hein. On a fait de pauvres Solzhenitsyn avec ses idées. Ils sont prix Nobel 1970. Vraiment une forme de calomnie de ce génie, malfaisant, mais un génie, et que par la suite, on n'arrive même plus à s'approcher de l'œuvre de Staline, mais il faut le lire. Et donc, Staline, il est clair avec ce socialiste révolutionnaire d'origine polonaise, donc aussi un sujet de Russie, parce que, n'est-ce pas, à cette époque-là, la Pologne, n'est-ce pas, le royaume de Pologne, parti de l'Empire russe après le troisième partage de Pologne de 1795. Voilà, et donc, il lui dit, mais que voulez-vous, finalement? Vous êtes les bourgeois, car vous n'avez pas la conscience des classes.
prolétaire. Donc, vous voulez acquérir la richesse. Louis-Ferdinand Céline, quand il est allé en Union soviétique en 1935, avec son mea culpa, ouvrage magnifique que je vous conseille de lire, il a tout de suite capté de quoi il s'agit. Il a dit, nous les Français, c'est un zoologiste dans le sens où c'est un médecin, il gère la société précisément comme il a fait sa thèse de doctorat en médecine, n'est-ce pas, sur le Semmelweis, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il pose les questions, combien de temps on doit stériliser avec Semmelweis, combien de temps on doit stériliser les instruments de chirurgie pour que les femmes en Autriche, Hongrie puissent survivre. Non, Céline, elle pose toujours cette question sur les êtres humains. Il faut stériliser non pas 18, non pas 19, parce que minutes, mais les microbes restent toujours. Non, il faut les faire bouillir jusqu'au bout, qu'il n'y ait plus de microbes. Effectivement, et donc, ils posent tous toujours cette question, que voulez-vous? Et donc, Staline, il le dit. Donc, le matin, vous passez le temps dans vos bureaux, et par la suite, vous allez à nos cercles de révolutionnaires. Mais vous ne voulez pas de révolution mondiale. Vous n'avez pas de conscience des classes. Et donc, vous ne pouvez pas gagner. Vous ne pouvez pas vous unir. Vous êtes les bourgeois. Et qu'est-ce que c'était ce mouvement des gilets jaunes, des bonnets rouges? Qu'est-ce qui se passe actuellement chez les AfD? Qu'est-ce qui se passe chez ces partis suédois? Qu'est-ce qui se passe actuellement en Grande-Bretagne? Ils affrontent. Donc, vous avez, qu'est-ce qui c'était, par exemple, les gilets jaunes? Ce que ces imbéciles appelaient canal historique, n'est-ce pas? Donc, c'était les pauvres gueux, mais qui sont dans leur conscience, les consciences des bourgeois. Ils ne sont pas les prolétaires. Ils n'ont pas de conscience des classes, des prolétaires. Pourquoi, par exemple, l'Union soviétique, on ne pouvait plus dire, c'était interdit de dire que chez nous, en Union soviétique, il y a les prolétaires. Non, chez nous, en Union soviétique, il y a la classe ouvrière, parce que les prolétaires ne sont pas, puisqu'on a offert les usines, n'est-ce pas, à nos travailleurs. C'était pas vrai, mais c'est pas grave. Donc, tout cela, on doit enseigner. Et qu'est-ce qui sont toutes ces contestataires, comme les gilets jaunes, et pourquoi je t'avais dit, ne pourront pas prendre le pouvoir parce qu'ils baignent dans ces, je ne l'ai pas dit, je l'ai dit maintenant, dans ces vomis marxisantes, sans comprendre ce qu'ils disent. Ils disent, nous sommes les prolos, mes parents sont les prolos, ce sont les petits fonctionnaires, etc. C'est ridicule. Et par la suite, qu'est-ce qu'ils ont eu face à eux? Ils ont eu des policiers et des gendarmes. Lesquels sont qui, d'après le marxisme-léninisme dans lequel nous baignons? Ce sont aussi des bourgeois. Ils ont la conscience des classes de bourgeois. Et puis, entre une troisième force, ces anarchistes, Black Bloc ou d'autres. Voilà. Et ces trois forces sont affrontées. Mais c'était l'affrontement de qui? Des trois force bourgeois, qui a la conscience des classes des bourgeois, parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui c'est le bourgeois dans cet esprit de bouillie, de vomi dans la tête de nos chers idéologues, depuis Zemmour jusqu'à Mélenchon et tout ce qui les entoure. Le bourgeois, c'est celui qui possède. Non, le bourgeois, c'est celui qui ne veut pas devenir prolétaire et celui qui ne veut pas donner sa vie au brasier de la révolution. Et nous avons naturellement ces bourgeois qui s'affrontent et qui ont le langage, le vocabulaire de Marx, d'Engels, sans comprendre de quoi ils parlent. Car pourquoi le putsch d'octobre en 1917 à Petrograd a-t-il réussi par la suite? Pourquoi ça a fonctionné? Parce que non seulement que c'était les prolétaires, non seulement qu'ils avaient la conscience des classes, mais aussi ils étaient aguerris au front.
de 1914 jusqu'en 1917. Et donc, ils avaient en masse l'utilisation de cette fameuse carabine Mosin, n'est-ce pas, qui était inventée par le général-major Mosin, mis en fabrication en 1891 dans l'armée impériale russe. Et ils revenaient au front avec ces armes. Ils savaient leur usage. Ils étaient armés au don. Vous savez, par la suite, ces cinématographies soviétiques, l'homme fusil produit, n'est-ce pas, par le cinéma soviétique en 1938, n'est-ce pas, car les hommes étaient surarmés, ils connaissaient l'usage de ces armes. Pendant 3 ans, ils revenaient chez eux et souvent par mes consanguins juifs ashkénazes qui allaient dans les tranchées face à l'Autriche-Hongrie, face au Deuxième Reich allemand, et ils leur enseignaient: vous êtes les fils ou les petits-fils des esclaves, des serfs. Et donc, le servage était aboli en Empire russe seulement en 1861. Donc, c'était souvent les fils de ceux qui connaissaient le servage. Dans les âmes mortes, n'est-ce pas, de Gogol, on pouvait vendre les êtres comme les objets, n'est-ce pas, ou les échanger contre les chiens de chasse. Voilà. Et donc, ils ont, après la réforme de Stolypine, ils sont afflués dans les grandes métropoles, Pétersbourg, puis à partir de 1914, Petrograd, Moscou, et donc en Sibérie, et ils se sont de nouveau retrouvés prolétaires. Mais c'était une masse de prolétaires puis, qui étaient formés sur le front, souvent par les socialistes révolutionnaires qui leur inculquaient la conscience des classes, des prolétaires, et puis ils étaient armés. N'est-ce pas? Ce n'est pas les gilets jaunes qui reçoivent une balle de caoutchouc, ils appellent, n'est-ce pas, l'ambulance, ils le transportent naturellement à l'hôpital, aux urgences, et il se fait soigner. Non, n'est-ce pas? Et donc, effectivement, souvent, notre extrême droite francophone et les autres racontent aussi une ânerie, effectivement, que c'était seulement, je ne dis pas que ce n'était pas, les capitaux de Warburg, de Hammer, c'est-à-dire les multimillionnaires, mais aussi, naturellement, mes consanguins juifs ashkénazes des États-Unis, qui ont financé ces mouvements. Oui, naturellement. Mais là, je vous assure, vous pouvez injecter les centaines de milliards de dollars à Londres, à Berlin, à Paris. Il n'y aura pas de prise de pouvoir. Car c'était seulement, effectivement, ces versements ont eu lieu, on arrosait avec cette manne, dans le premier sens du terme, les masses de prolétaires armés et qui ont, premièrement, été prêts à combattre, qui avaient la conscience des classes et qui savaient l'usage des armes. Ils étaient des masses, ils avaient, n'est-ce pas, les souvenirs, comment, par exemple, se passait la révolution russe de 1905, c'est-à-dire le premier putsch, où c'était les Cosaques, l'armée tsariste, qui a tiré sur les ouvriers, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et donc, il faut toujours aller à des sources médicales. Par exemple, comment, n'est-ce pas, dans les morgues donc, de Pétersbourg, de Moscou, ont été soudain remplis de corps des ouvriers, n'est-ce pas, russes, qui ont été tués par des Russes. Et des enfants, n'est-ce pas? À l'époque, il n'y avait pas de quadrupteurs, de drones, n'est-ce pas? Comment les enfants regardaient ces événements? Ils grimpaient sur les toits et sur les arbres, n'est-ce pas? Et les Cosaques, tous russes, tous orthodoxes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils leur tiraient dessus, juste pour s'amuser. Et effectivement, et par la suite, une dizaine d'années, ceux qui ont survécu, ils se sont retrouvés au front. Il y avait donc une longue mémoire, n'est-ce pas? De nous sommes les
prolétaires, et nous allons mourir ici sur le front, et par la suite, et donc ceux qui ont survécu, ils reviennent à Petrograd, à Moscou, et donc par la suite, la République russe est instaurée, donc il n'y a plus d'empire. On leur disait allons mourir pour le tsar, mais maintenant il y a le gouvernement républicain russe, un peu comme la Troisième République française maçonnique, avec le prince Lvov, et on leur dit revenez au front. Et ils se posent la question mais pourquoi? Et donc effectivement, cette petite séquence qui ont les bolcheviks, ils ont vraiment le génie. Je ne sais pas s'ils ont menti ou non, mais ils lancent ce slogan à cette époque. C'est-à-dire мир народам, фабрики заводам, земли крестьянам, c'est-à-dire paix au peuple, c'est-à-dire fini la guerre, les usines aux ouvriers et ce qui plaît aux prolétaires. Car enfin, ils obtiennent les outils de leur création, ils pourront gérer leur usine, et même à Petrograd, avant le putsch d'octobre, il y avait déjà les soviets, c'est-à-dire les conseils ouvriers qui prennent au pouvoir certaines usines, et naturellement la terre aux paysans. Aucun parti politique n'a eu le génie de profiter de ces moments où les prolétaires armés, endurés, en masse, prêts à mourir, car ils avaient la conscience de classe, effectivement, n'a eu le génie de le faire. Et ce sont effectivement des génies. Et quand on me dit que ces pauvres bourgeois qui n'ont rien, n'est-ce pas, c'est Céline qui a dit, n'est-ce pas, dans le mea culpa, qu'est-ce qu'il veut notre français? Il veut un petit pavillon, puis il veut 400 mètres carrés de terrain, puis il veut le barbelé autour de tout ça, c'est-à-dire il est propriétaire, il veut être propriétaire, c'est-à-dire il est bourgeois dans sa conscience. Et précise Louis-Ferdinand Céline, et absolument plus tard, que notre cher français voudrait bien parler du communisme, c'est-à-dire lui qui a visité l'Union soviétique, il connaît en tant que médecin. Par exemple, ma première formation, c'est la formation médicale. Et c'est, on comprend, c'est-à-dire on approche à l'être humain comme à la bête. Et c'est ça que nous a enseigné, en fait, n'est-ce pas, à l'origine, Hippocrate, de l'île Kos, actuellement submergée par nos chers Africains, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on prend les faits réels et on applique le terme correct à chaque événement qui nous arrive. Voilà pourquoi, quand tu me posais les questions, les pauvres Français, ils n'ont rien à bouffer, ils pleurnichent, ils s'attaquent, ils se font massacrer, ce n'était pas encore le cas. Je dis tout de suite, non, jamais ils ne vont pas renverser le système. Et vous, chers spectateurs, à aucune élection prochaine, à aucun putsch, tentative, caillossage, vous n'arriverez à rien parce que vous avez votre élite professorale dans vos universités. Lisez mon article publié dans l'Arfan. Ils sont carrément illettrés dans leur langue maternelle. Ils ne sont plus capables, depuis le mai 1968, de transmettre, même de formuler une idée claire. Parce que qu'est-ce que j'ai fait, par exemple, encore en Union soviétique, à l'époque soviétique, quand je suis arrivé à Paris, et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à des cours de trotskisme, ce qu'on ne pouvait pas, naturellement, recevoir en Union soviétique. Eh bien, j'ai eu ça. Je me suis dit, il y a les trotskistes. Je suis allé dans les cercles proches à ceux qui fréquentaient aussi Lionel Jospin, qui par la suite m'a naturalisé en tant que Premier ministre français. Eh bien, bon, ils nous décrivaient là-bas, les trotskistes français, le monde magnifique qu'ils vont fabriquer. Donc, c'était le début de 1991. Et donc, on va tous prendre le pouvoir. Et donc, on va renverser le pouvoir. Je le disais, poser les questions, mon mauvais français, mais pourquoi va-t-on le faire? Et qui va le faire? Il n'y avait pas de connexion. Je me posais la question, mais qui sont les prolétaires? Bon, les prolétaires, ils nous arrivent d'Afrique. C'est ça. Non, ce ne sont pas des prolétaires parce qu'ils n'ont pas fait ce long chemin dans leur chair.
car ne l'oublions pas, Lénine, il s'est éloigné du matérialisme de Marx. Il est devenu assez disciple d'Aristote, c'est-à-dire cette idée d'Aristote qui, dans un mouvement de prise de pouvoir, qui a perfectionné Hegel, n'est-ce pas, dans son idée, il dit que non, on n'est pas figé, on est dans le mouvement. Donc en fait, quand il fallait prendre le pouvoir, Lénine n'était pas marxiste, il n'était pas matérialiste, il était assez nationaliste, puisque son idée, c'était de discuter avec les socialistes internationaux. Est-ce que c'est nous qui prenons le pouvoir et que le maintenons, même si les spartakistes se font casser la gueule en Allemagne? Et ça a fonctionné. Et oui, pour mes chers spectateurs, vous n'avez pas aucune chance de survie. Et les Cosaques ne vont pas arriver avec le Saint-Esprit parce qu'ils ont autre chose à faire. Oui, c'est clair. C'est important dans une analyse d'avoir un sens du réalisme parce que l'espoir est souvent l'illusion des gens qui ne comprennent pas. Il faut être, au contraire, comme disait Kierkegaard, dans le désespoir, parce que seulement quand on est réellement désespéré, on trouve les vraies solutions pour s'en sortir. Peut-être pour conclure, qu'est-ce que tu nous conseillerais, outre aller voir ton site, que je vais mettre dans la description ci-dessous, qu'est-ce que tu nous conseillerais pour justement éviter ce piège et justement survivre? Ben, très franchement, je ne m'occupe pas des survies des gens. Il y a 8, 9 ans, j'ai commencé à entendre chez nous en Suisse que le nouveau pôle, une forme de Éleusis, se préparait naturellement en Amérique latine. Ça, oui. Et je fréquente pas mal de personnes, les anciennes fortunes, qui ont commencé à déménager chez nous en Suisse à partir de la guerre franco-prussienne, déjà. C'est-à-dire, on savait que ça va aller de mal en pis. Les Jeux olympiques lancés en 1896 par monsieur le baron Pierre de Coubertin ne vont pas pousser les peuples vers l'affrontement pacifique. Et même les compliments que Pierre de Coubertin, un an avant de mourir, a fait à Adolf Hitler pour les réussites de son Olympiade en 1936, n'est-ce pas? Bon, elle était réussie. On peut ne pas aimer le national-socialisme hitlérien. Les Jeux olympiques de 1936 étaient exceptionnellement bien réussis. Et effectivement, pour monsieur le baron Adolf Hitler, je le cite, lisez cette lettre, elle est maintenant disponible. Adolf Hitler était, je cite, un grand esprit. Les Jeux olympiques apportent tellement de pognon que effectivement, on ne va pas aller faire ces recherches. Mais bon, et effectivement, Pierre de Coubertin, il a eu cette idée, naturellement, d'élever le corps et l'esprit. N'est-ce pas pour cela qu'à partir des 5e Jeux olympiques à Stockholm, en 1912, il a refait naturellement, vraiment copier-coller des Jeux en Olympie en honneur de Zeus, c'est-à-dire il y avait non seulement les sportifs, mais aussi les poètes, les prosateurs qui ont intervenu, exactement comme on consacrait ces poèmes lors des Jeux olympiques en honneur de Zeus en Olympie. Pour la suite, c'était un peu supprimé, mais c'était ça. Effectivement, non, mes chers spectateurs, oui, la Suisse est devenue effectivement l'asile pour les grandes fortunes. Effectivement, la Suisse était neutre pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, avec quelques bombardements vindicatifs américains sur Winterthur, naturellement, parce que la Suisse a donné l'asile à quelques Allemands. Voilà, mais oui, maintenant, malheureusement, je vois que ces grandes fortunes déménagent vers l'Argentine. Il y a énormément, ça fait 7 ou 8 ans que je le vois, et oui, même l'élection de Milei, qui est en fait les personnes qui seraient ils seraient massacrés par les gauchias, par nos grands journaux, mais non, on les laisse quand même faire quelque chose, donc comme un majordome qui prépare à loger les hôtes, oui.
Mais je pense que et en Russie, je vois la même tendance, c'est-à-dire il y a de plus en plus de voies de déménager les grandes villes, Saint-Pétersbourg et Moscou, derrière le monde rural. Donc, effectivement, on peut balayer par cette guerre nucléaire. Donc, ça fait aussi depuis une dizaine d'années que les facultés de géopolitique aux États-Unis, en Russie, et des écoles de guerre déclarent déjà ouvertement que les frappes tactiques nucléaires peuvent être acceptées comme une tactique de guerre. Ouais. Donc, oui, et qu'est-ce que, naturellement, ça m'a horrifié, puisque l'Europe, c'est le centre d'une antique civilisation. Mais, comme disait Wagner, Richard Wagner, après que le palais de Tuileries, avec ses œuvres magnifiques, a été brûlé, n'est-ce pas, il est sorti dans les rues en criant si vous n'êtes plus capable de créer les œuvres nouvelles, vous n'êtes plus digne de les garder. Et effectivement, sur le plan humain, malheureusement, je ne vois pas comment nous pouvons s'en sortir. Non, très franchement, je suis extrêmement pessimiste. Ah bah c'est bien, il faut du pessimisme pour nous réveiller. Anatoly Livry, je te remercie. Je mets le lien de ton blog où vous pouvez trouver tes nombreux livres, mais aussi de très très nombreux et très intéressants articles. Et bien sûr, vous pouvez trouver nos anciens entretiens. Bien sûr. Au revoir, chers spectateurs. Au revoir, Pierrot. Bonne soirée, à très bientôt.